Canal 9, en partenariat avec le service cantonal de la santé publique, la clinique romande de réadaptation, Addiction Vallée et Promotion Santé Vallée, vous présente l'Antidote. Imaginez un patient qui a plusieurs maladies chroniques, un patient âgé. Autour de lui, un médecin traitant, des soins à domicile, des spécialistes, un hôpital, peut-être un AMS. Les systèmes de santé sont faits de réseaux, de connexions, de failles aussi. Ils sont plus complexes que ce que l'on imagine. Au fil des ans, le patient aura un parcours de vie, un parcours de soins, avec parfois une chute, une hospitalisation, parfois une infection, un nouveau traitement. Comment mieux coordonner les soins autour de ce patient ? Des spécialistes du monde entier planchent sur la question parce qu'une meilleure coordination des soins pourrait être la clé pour réunir les acteurs autour du patient et pour contenir l'augmentation des coûts de la santé. Il y a la nécessité de développer une culture commune dans le système de soins. Ce quatuor à cordes participe aujourd'hui à une conférence qui porte non pas sur la musique, mais sur le thème médical de la continuité des soins. Mais c'est vraiment un langage en termes de compréhension d'une activité professionnelle, c'est vraiment un langage en termes de déclinaison des besoins du patient. Leur façon de jouer passe par un regard, un langage commun, une information transmise d'un musicien à l'autre. Et si la continuité des soins était un peu comme cette musique, comme le silence entre les notes, comme ces regards d'un musicien à l'autre. Une belle métaphore pour illustrer des situations vécues au quotidien dans le milieu de la santé par les patients et les prestataires. Première note de musique, les urgences de l'hôpital. Souvent un passage discordant, inattendu, brutal, et contrairement à ce que l'on pourrait penser, les urgences reçoivent une majorité de personnes âgées. B1, 91 ans, Réanon, qui vit seul à la maison sans CMS. L'équipe de nuit des urgences passe la main tous les matins à l'équipe de jour. Environ 150 personnes sont prises en charge ici au quotidien. Les gens arrivent la plupart du temps avec un malaise, avec une douleur, avec une plainte qui est finalement très diffuse. Et cette plainte souvent ne permet pas d'emblée de dire si on a quelque chose de grave ou pas. Donc c'est difficile d'identifier si le patient doit être hospitalisé ou si le patient peut rester à domicile. Et on se rend compte aussi que chez les patients âgés, souvent on doit prendre du temps pour comprendre la situation, on doit compléter avec des investigations. Donc c'est des patients qui sont un peu plus complexes. D2 Guignard, 84 ans, Réaoui, qui vit seule avec le CMS. Et elle voulait prendre un objet qui était par terre et puis elle s'est trop penchée puis elle est tombée. Le risque est justement vous partiez en avant, comme ce qui s'est passé samedi soir à la maison. C'est pour ça que j'essaie de vous dire, essayez de vous redresser. Madame Guignard vivait seule à domicile. Suite à cette chute, elle a été amenée en ambulance aux urgences. Vous arrivez à avancer encore un petit peu, je reste avec vous. Dans l'équipe d'urgentistes, un gériatre rencontre la patiente. Il prend un peu plus de temps pour bien comprendre la situation. Je me suis penchée en avant, par terre. Vous êtes parti comme ça en avant, vous avez un peu plongé, si je peux m'exprimer ainsi. Oui. D'accord. Est-ce que vous avez réussi à vous relever toute seule? Non, justement pas. D'accord. Mon but, c'est d'aider les personnes âgées à rester à la maison. Je ne suis pas du tout en train d'essayer de vous mettre à l'AMS ou des choses comme ça. Mais c'est juste pour savoir un petit peu comment ça se passe, en particulier si vous avez un médicament pour le moral, être sûr qu'il soit efficace. C'est pour ça que je vous pose la question aussi. Le patient a une histoire à domicile, va présenter une chute aiguë, va être pris en charge peut-être par une équipe d'ambulanciers qui vont avoir une première évaluation. On va compléter l'évaluation, réaliser un certain nombre d'examens. On va avoir de nouveau un complément dans l'histoire. Et puis on va ensuite devoir transmettre cette information à l'hôpital où le patient est hospitalisé, dans un service de médecine interne, dans un service de chirurgie. Et puis on espère de nouveau, à l'issue de tout ça, le patient pourra rentrer à domicile. Donc on devra retransmettre cette information-là au patient et au médecin qui va le suivre.
Il y a un avant, il y a un après. Et nous, on n'est finalement qu'une toute petite partie de tout ce qui s'est passé dans sa vie. Donc on doit essayer de communiquer au mieux. Dans la pratique professionnelle, on est très centré sur le patient ici maintenant, mais pas forcément sur qui il était avant, qu'est-ce qui avait été décidé auparavant et qu'est-ce qui va devenir après. Donc ça, c'est un changement d'attitude qui est un peu d'humilité pour les professionnels, qui est de dire je sers à un moment donné d'un parcours de soins. Alors qui, au fond, pourrait coordonner les soins autour du patient ? Stéphanie Monod est chef du service de la santé de l'État de Vaud. Elle est aussi gériatre. Elle veut redonner ses lettres de noblesse à la médecine de premier recours, donner ce rôle de coordinateur au médecin traitant ou à une infirmière du cabinet médical. Dans le canton de Vaud, chez les personnes de 68 ans et plus, 98% des personnes ont un médecin traitant qu'elles voient en moyenne 4 fois par année. Donc c'est vraiment le point de contact avec le système sanitaire, c'est le médecin traitant. Donc c'est vraiment ce médecin traitant qu'on doit pouvoir renforcer dans sa capacité de coordination, dans sa capacité de soins aux malades chroniques et aux personnes âgées en particulier. On va pas bloquer. Le docteur Nicolas Kirchner est un médecin traitant qui exerce sur le Chablais. Il partage un cabinet avec 2 autres généralistes. Il fait régulièrement des visites à domicile de patients qui ne peuvent pas se déplacer. Aujourd'hui, il se rend au chevet d'une patiente dans un EMS. Je viens pas tous les jours ici, alors je connais pas les trucs. Bonjour, je suis le docteur Kirchner. Je viens voir Madame Pala. Bon. J'aurais besoin d'aller chez l'un, chez l'autre. Chez vos enfants? Oui. Ouais. C'est aussi que votre situation, elle n'a pas très bien évolué ces derniers mois. Hein? Ouais. Vous savez, quand vous étiez à la maison, on se posait des questions sur comment ça allait. Il y avait des trous de mémoire qui sont installés. Oui, ça va maintenant. Ça va? D'accord. Oui, ouais. oui. Ah, voilà, je suis perdu ici. Et puis au niveau de la confusion, des troubles cognitifs... Moi, j'ai pas remarqué qu'il y avait une grosse désorientation, ni surtout au niveau des demandes pour les réserves de douleur. Elle sait plus ce qu'elle a demandé avant. Ou par exemple, elle sait plus qu'il y a 1 heure, elle a demandé qu'elle a eu et que du coup, je vais devoir la faire patienter un petit peu ou lui proposer autre chose en attendant. D'accord, oui. Coordonner, ça ne veut pas dire qu'on dirige tout, mais qu'on dit au patient à quel moment il va chez le spécialiste ou bien à quel moment on fait telle sorte d'examen. S'il a un diabète, par exemple, c'est un exemple fréquent, il y a des examens à faire pour vérifier que le traitement est suffisant ou bien que le régime est adapté. Quand on demande « vous mangez quoi ?» et puis qu'il nous dit « je mange encore des pâtes 3 fois par jour », on dit « non, mais là, il y a un problème. Le patient diabétique ne doit pas manger des pâtes toute la journée. » Donc on peut l'adresser peut-être à la diététicienne. Il y a aussi une question de dynamique au long de l'année. Quand le patient il vient 5-6 fois dans l'année, alors une fois on l'envoie chez la diététicienne, une fois chez l'ophtalmologue, on arrive à faire du pas à pas. C'est-à-dire quand il va à l'hôpital, tout à coup on sort de notre prise en charge et puis il faut s'assurer que ça continue après, que l'hôpital ait tout le dossier, qu'ils aient compris notre manière de faire et puis après la même chose, que nous on ait compris ce qui s'est passé à l'hôpital et qu'on prenne la suite. Je lui ai dit de demander plus souvent, si elle a mal, il faut qu'elle demande plus souvent, puis quand ça y sera trop souvent, on augmentera le targin. Ouais. Le médecin généraliste est le chef d'orchestre autour du patient. Il essaie d'éviter les fausses notes, de bien transmettre et de recevoir l'information. Ouais. Voilà, donc un antidépresseur, je vais regarder le targin en gouttes. Entre les généralistes et les spécialistes de notre réseau, finalement, ça se passe assez bien. On écrit une lettre aux spécialistes, eux ils nous répondent par une lettre. Avec l'hôpital, souvent, pour ces histoires de diabète par exemple, c'est souvent des entrées en urgence. Et puis l'hôpital rarement nous téléphone pour savoir ce que nous on a dans notre dossier. Et puis après il faut attendre la fin de l'hospitalisation pour obtenir des documents. Et puis là il y a un certain délai pendant lequel le patient est déjà à la maison, peut déjà avoir des soucis, il y a déjà une infirmière qui va s'en occuper et nous pendant ce temps-là on n'est pas apte à répondre à l'infirmière. L'infirmière a plus de renseignements que nous dans la semaine qui suit. Donc là il y a encore une amélioration à faire entre l'interface entre le médecin installé et l'hôpital, il y a encore un bout de chemin à faire. Deuxième note de musique dans la coordination des soins, le dossier électronique du patient.
Roland Jacquet est un patient chronique. Il est suivi par son médecin traitant pour une hypertension, un diabète, des problèmes cardiaques. Il doit prendre entre 9 et 10 médicaments par jour. Donc à 8 heures demain matin, et puis le suivant, ça sera à 19h30 mercredi, et le suivant encore. Pour moi, mon médecin généraliste, c'est la clé de voûte. Il sait les expériences qu'il y a eu, les analyses qu'on a fait, il a tout un dossier de suivi des analyses, et c'est très important. Ça parle, c'est très parlant, et si on n'a pas ces informations-là, on va devoir refaire des tas d'analyses sans avoir un historique. C'est embêtant, c'est très embêtant. Monsieur Jacquet participe à un projet pilote sur le canton de Vaud appelé le plan de médication partagée. Comme lui, une cinquantaine de personnes polymédiquées qui ont plusieurs maladies ont accepté de partager leurs informations. Pour l'instant, seul le médecin traitant et la pharmacie ont accès à ces données sécurisées. C'est les premiers pas, c'est que les débuts. J'espère que plus tard, il y aura un peu une anamnèse qui sera inclue dans le dossier pour couvrir aussi ce côté-là. Mais déjà, c'est un progrès énorme. Et vous avez accès à ce dossier? Tout à fait, oui, j'ai un code et tout ça. Mais c'est mon médecin traitant qui voit ce qu'il y a dedans et puis qui étoffe le dossier en fonction. Et puis, c'est la pharmacienne qui va, disons, regarder si c'est correct par rapport aux médicaments que je prends et tout ça. Mais il faudrait faire attention aussi qu'un autre médecin ne me prescrive pas quelque chose et que ça ne soit pas noté, par exemple. Toutes les personnes qui ont un dossier partagé doivent être polymorbides et polymédiquées. Et ceci depuis plus de 3 mois. C'est la condition pour faire partie du dossier patient partagé. On peut déduire quelles sont ces pathologies. On peut voir par exemple ici que M. Poirot avait du syndrome et puis que le 28 septembre, ça a été supprimé au profit de la mise en route d'une injection d'héparine. Il va donc certainement avoir une intervention chirurgicale. Au départ de l'hôpital, après l'hospitalisation, c'est souvent là qu'il y a du flou. Tout soit envoyé simultanément, les mêmes documents aux CMS, donc aux infirmières, aux médecins traitants et aux pharmaciens. Si on avait tous les mêmes documents simultanément, ça serait parfait. Et ça manque énormément. Souvent, les patients sont sortis en fin de semaine. Les infirmières sont plus ou moins au courant. Le médecin, c'est sûr qu'il ne l'est pas encore. Le médecin qui a fait l'ordonnance, il est parti en week-end. Donc, on doit remonter dans les services pour avoir des informations. Des fois, c'est extrêmement compliqué. Les sorties d'hôpitaux, chez nous, je trouve que c'est parfois extrêmement compliqué. En 2015, la loi fédérale sur le dossier électronique du patient a été votée. Elle prévoit que les données médicales du patient puissent être mises à disposition des professionnels de la santé en toute sécurité. Tous les cantons devront donc trouver leur propre solution. À l'hôpital, lorsqu'ils ont un patient qui arrive, qui est polymédiqué, polymorbide, un médecin passe 3/4 d'heure pour essayer de s'assurer de la médication du patient avant de commencer à pouvoir faire des traitements. Donc il faut bien se rendre compte que 3/4 d'heure, c'est quand même beaucoup de temps juste à l'entrée. Une fois que le patient est entré, on sait ce qu'il a comme médication. Si cette médication, une fois qu'elle a été changée, est entrée dans la plateforme, lorsque le patient va sortir avec son ordonnance, il va aller à sa pharmacie qui va lui redonner sa médication. Et là, il pourra revoir automatiquement, depuis le pharmacien, son nouveau plan de traitement. Il sait quels sont les médicaments qu'il doit prendre, il sait quel générique il doit prendre. Et ça, c'est un plus. Et c'est pour ça qu'on veut que les médecins et les pharmaciens soient tout de suite dedans. Un patient qui reçoit un nom de médicament précis avec une substance, il peut sortir de l'hôpital avec un autre nom qui a la même substance. Et le pharmacien peut lui donner encore un troisième différent. Il n'a pas en stock le médicament donné par l'hôpital, il va lui donner un troisième. Et puis, quand j'aurai le patient devant moi, on ne va juste pas se comprendre. Quand je dis au patient, est-ce que vous avez celui-là? Il me dit, mais non, j'ai l'autre. Et parfois même, les patients, ils prennent les deux. Ils prennent celui que moi j'ai donné, ils sont disciplinés, ils le prennent,
Et puis de l'autre côté, ils peuvent prendre celui que l'hôpital a donné. Et puis là, on a des intoxications puisque c'est 2 fois la dose. Hein. Et un peu plus. En tant que patient, qu'est-ce que vous attendez en général la prise en charge des médecins, des spécialistes, de votre pharmacien? J'attends qu'ils rassemblent les informations. Pour l'instant, on va dire c'est que la médication, mais que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Et puis que justement, il n'y ait pas d'erreur, qu'il n'y ait pas de boulettes. Monsieur Jacquet ne s'inquiète pas forcément de la sécurité de ses données médicales. Il veut surtout recevoir les meilleurs soins possibles, que les spécialistes autour de lui communiquent bien, qu'ils ne doivent pas répéter inutilement des examens. Le dossier électronique du patient est donc une des briques de la coordination des soins. Il en faudra plusieurs autres. Parler un langage commun viendra cimenter la construction. On ne peut plus se contenter de dire le patient va bien, va moins bien, il va mieux. Il va mieux à quel niveau? Donc le langage commun permet de savoir de quand on parle d'idées de ruine, de quoi on parle quand on parle de déambulation, d'agressivité. Est-ce que c'est une agressivité verbale? Est-ce qu'elle est physique? Prenons par exemple les troubles cognitifs, la démence. Si aujourd'hui le patient est pris en charge par des soins à domicile ou par un médecin traitant, ces 2 professionnels-là n'auront pas le même langage pour caractériser l'importance de la démence ou l'importance des troubles cognitifs. Plutôt que d'utiliser dans chaque lieu de soins des échelles différentes qui feront que les professionnels ne peuvent pas communiquer ensemble, eh bien, au fond, on aura la même échelle, les mêmes questionnaires dans tous les lieux de soins. À domicile, donc là, elle est arrivée chez nous il y a environ 2 semaines. Relativement calme les premiers jours, et puis là c'est vrai qu'on commence à la connaître. Elle a un traitement, cette dame? Ça jouait pas trop pour nous. L'histoire de cette patiente fictive est basée sur des faits réels. Elle est hébergée dans un EMS. Suite au décès de son mari, la patiente signale son envie de mettre fin à ses jours. C'est donc une situation d'urgence. L'EMS est à bout de ressources et fait appel au service universitaire de psychiatrie de l'âge avancé. Une équipe mobile intervient à l'EMS. Ça va au niveau de vos douleurs? Oh, ça fait mal. Le but de cette équipe mobile, c'est à la fois, oui, de prévenir des hospitalisations, oui, de donner des soins spécifiques dans le milieu de vie, donc de renforcer les soins dans le milieu de vie, mais aussi, si hospitalisation est nécessaire, de la prévoir rapidement et avant que la situation clinique se détériore gravement. Depuis le 1er mai, le service psychiatrique de l'âge avancé a mis 4 binômes médecins-infirmières en action. Ils vont travailler en lien avec la famille, avec les infirmières de soins à domicile, avec l'EMS. Chaque partenaire va devoir parler un langage commun pour arriver à une évaluation clinique. Vous avez été placé ici suite au décès de votre mari. Oh, il me manque. Comment je vais faire? C'est très inquiétant ce que vous nous dites, hein. Mais en même temps, j'espère que vous vous engagez avec nous pour discuter avec nous de ces idées suicidaires que vous avez, hein. Comme dans l'exemple de cette patiente, la coordination des soins est souvent plus complexe que ce que l'on pourrait croire. Elle a comme objectif d'améliorer la continuité des soins, c'est-à-dire le suivi du patient dans un itinéraire de soins. Elle veut placer le patient au centre avec son dossier électronique, encadré par un coordinateur en chef, un médecin de premier recours, qui le relierait à des spécialistes. Tous parleraient le même langage, l'hôpital resterait le dernier recours. Pour cela, il faudrait prendre en charge à domicile certaines situations aiguës qui concernent la personne âgée et qui sont pour l'instant prises en charge à l'hôpital. Amener en quelque sorte l'hôpital à la maison, dans un concept de soins à domicile 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'hôpital, il n'est pas adapté pour ne serait-ce que les personnes âgées. Les personnes âgées, on leur dit de bouger tous les jours, de marcher, se promener. Et à l'hôpital, tout ce qui est à disposition, c'est un lit finalement. Et ça crée une fonte musculaire de 10% par semaine, d'être couché dans son lit.
Et à domicile, je ne dis pas qu'ils ne sont pas couchés dans leur lit, mais ils auront plus tendance à dire « bon, je me sens mieux, je vais faire mes courses ». Donc ils auraient quelque part un réel bénéfice à pouvoir rester à la maison, recevoir des soins à la maison. Alors ça c'est évident dans la médecine moderne, c'est que l'hospitalisation c'est quand il y en a besoin, c'est pas par plaisir qu'on doit hospitaliser. Donc c'est clair que les gens ils ont un bénéfice à rester à la maison, mais ça nécessite toute une infrastructure, notamment avec les soins infirmiers à domicile. L'arrivée d'un patient âgé ou très âgé aux urgences a un effet en général plutôt défavorable sur son état, paradoxalement. On va pouvoir prendre en charge sa pneumonie, on va pouvoir prendre en charge un problème cardiaque, des choses comme ça, mais on sait qu'on va le faire dans un environnement qui est pas forcément favorable pour les patients âgés. Je pense qu'on peut encore faire beaucoup mieux, et notamment pour prendre en charge des situations peut-être plus aiguës, mais au domicile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque le système de soins à domicile arrive à saturation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas passer plus que X fois par jour auprès d'un patient, alors on doit transférer ce patient dans un dispositif avec une densité de prestations supérieure, et en général c'est l'hôpital. Aujourd'hui, les gens désirent rester le plus longtemps possible à domicile. Les centres médico-sociaux rendent possible cette volonté. Ils apportent des soins quotidiens à des personnes dans le besoin. Une personne assez âgée ou très âgée, lorsqu'elle est hospitalisée, le risque qu'elle ne revienne plus à la maison est très élevé. Si on arrive à faire ce que font les urgences, un diagnostic assez précis, à la maison, si on arrive à faire ça à la maison, eh ben, on a une chance d'éviter l'hospitalisation. Mais pour faire ça, alors qu'est-ce qu'il faut? Alors il y a les moyens technologiques qui sont déjà là maintenant, qu'on emploie. C'est la radio, on peut la faire à la maison. Le laboratoire, on peut la faire à la maison. Pour les heures qui suivent, il faut laisser quelqu'un à la maison, c'est souvent la nuit, hein, donc il faut du personnel de soins à domicile qui reste la nuit. Il faut que le lendemain, la connexion avec le médecin traitant, avec les soins à domicile réguliers soit faite parfaitement. C'est pas la grande urgence, quelqu'un qui est inconscient et tout, mais la peine à souffler, le risque de fracture, certaines douleurs abdominales, enfin, il y a toute une série de pathologies qui peuvent être abordées avec des moyens de base de médecine classique, avec une réponse à domicile. Le paradoxe est qu'aujourd'hui, les principaux coûts sont au niveau hospitalier, et très peu au niveau, en proportion sur le communautaire. Le pari qu'on doit faire dans le futur, c'est de dire, si on investit plus dans la communauté, plus dans le domicile et dans la prise en charge des gens qui sont en hébergement de longue durée, alors, au fond, on va avoir un retour sur investissement, parce qu'éviter une hospitalisation, finalement, permet d'éviter des coûts qui peuvent être réinjectés dans la communauté. À l'association vaudoise d'aide et de soins à domicile, 4500 collaborateurs apportent une réponse à domicile. La majeure partie de la clientèle est âgée, voire très âgée, mais les soins à domicile peuvent aussi convenir à des familles. Diego est un adepte de la trottinette freestyle. C'est donc un comble pour ce jeune sportif de s'être cassé la jambe dans un contexte banal, une simple chute dans un parc de jeux. Il est plus relax, il est dans son environnement, il a ses petites affaires à côté de lui et il sait qu'il ne va pas encore devoir sortir, enfin descendre les escaliers, rentrer dans la voiture, arriver, trouver une chaise roulante à l'hôpital. Enfin, c'est vrai que ça prend quand même passablement plus de temps une fois qu'on est, voilà, comme lui, handicapé momentanément. Donc à la maison, il apprécie, et nous aussi. Diego est désormais contraint de passer la plus grande partie de son temps dans sa chambre. Il se déplace pour aller à l'école, la plupart du temps en chaise roulante. Le CMS de sa région vient donc chez lui pour changer son pansement une fois par semaine. Mais là, il y a un risque d'infection, là. Là, maintenant, oui. C'est pour ça qu'on fait le pansement 2 fois par semaine. Et s'il y a une infection, ça veut dire quoi? Je dois réopérer? Comme il aime bien parler, il aime bien communiquer, alors il est tout content d'avoir des personnes qui s'occupent de lui. Il peut poser toutes les questions qu'il veut, chose que peut-être à l'hôpital il oserait moins faire. Là, vous finissez le rouleau, quoi? Oui.
Ce qui est vrai pour Diego l'est aussi pour tous les patients, et particulièrement pour les personnes âgées qui bénéficient réellement de tout un panel de prestations de soins à domicile et qui peuvent souffrir d'un déclin fonctionnel important suite à une hospitalisation aiguë. Le système de santé fait aujourd'hui face à une grande pression avec l'augmentation des maladies chroniques, le manque de lits dans les hôpitaux et les EMS. Beaucoup d'espoirs sont donc placés dans cette meilleure coordination des soins qui permettrait peut-être de faire face aux défis de demain. Combien de temps on va pouvoir tenir une augmentation telle qu'elle? Et probablement, si on raisonne de manière linéaire, alors effectivement, en faisant des règles de 3, on a un petit peu de peine à penser qu'on va pouvoir se payer ce système-là encore pendant 10 ans ou 15 ans. Et si on changeait de musique? Si la coordination du système, au lieu du sillonnement, rendait le morceau plus harmonieux, comme un flux continu, un itinéraire clinique. Un itinéraire que le patient pourrait comprendre, où il serait maître de faire valoir ses choix, accompagné par son médecin traitant placé au centre. Il pourrait partager ses informations, son histoire médicale et sociale, en toute sécurité, sur une plateforme d'échange électronique, où les professionnels autour de lui parleraient le même langage.